Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Cette visioconférence est réalisée par Home Transition et elle est financée par la conférence de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Aujourd'hui, nous allons parler des navigateurs Internet et de la confidentialité. Cette visioconférence donc est en direct si vous nous regardez sur Teams. Si vous nous regardez en replay, eh bien, sur notre chaîne YouTube, sachez qu'en vous inscrivant sur go.movadom.com/visio, vous pourrez vous inscrire à nos prochaines visioconférences, nous suivre en direct et le petit bonus, c'est de pouvoir poser vos questions à la fin de cette présentation pour répondre à vos soucis personnels. Je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, je suis là pour répondre à vos questions que vous pouvez vous poser dans la barre de conversation en direct et puis résoudre les éventuels problèmes techniques. Euh, il n'y en avait pas aujourd'hui, c'était parfait. David, je te laisse prendre le contrôle de la présentation, te présenter et puis nous expliquer comment être un petit peu discret et confidentiel sur les navigateurs Internet. Oui, bien, bonjour à tous. Donc, je suis David François. J'ai été enseignant pendant 30 ans et maintenant je fais de l'assistance informatique à domicile. Donc, j'interviens chez les personnes pour les aider dans leur démarche administrative, dans l'utilisation des logiciels, voilà, je leur apprends à utiliser tous ces matériels, à résoudre leurs petits problèmes techniques sur tout ce qui est ordinateur, Mac PC, tablette et smartphone, bien sûr. Donc, je voulais remercier Home Transition et puis Pascal pour, encore une fois, me faire confiance pour animer cette visioconférence. Donc, je vais commencer par le voilà. Donc, tac, et voilà. Donc, l'objectif de cette formation est dans un premier temps de vous sensibiliser à la protection de vos données et de votre vie privée sur Internet. Donc, il faut bien avoir dans l'idée que lorsque vous êtes sur Internet, ça signifie que votre ordinateur est relié au réseau Internet, ce qui veut dire qu'il est relié à tous les ordinateurs du monde entier qui sont aussi reliés au même réseau. Ce qui veut dire qu'en théorie, tous les ordinateurs peuvent accéder à votre ordinateur et voir ce qui se passe dessus. Alors, ça, ce n'est pas aussi simple, donc il y a des systèmes de protection, mais quelquefois, quand on fait des actions, nous, quand on utilise des logiciels, qu'on va sur certains sites, eh ben, on ouvre des portes, et ce qui veut dire qu'on donne en fait accès à certaines personnes à notre ordinateur. Donc, c'est ce qu'on va voir. Ensuite, je vais vous aider à choisir un navigateur. Donc, vous allez voir qu'ils ne sont pas du tout égaux par rapport à la confidentialité. Ils sont plus ou moins respectueux de notre vie privée. Ensuite, je vous aiderai à choisir un moteur de recherche parce que vous allez voir que lui aussi a une importance très grande en ce qui concerne la confidentialité. Ensuite, je vous apprendrai à paramétrer un navigateur. Donc là aussi, vous avez un outil qui est le navigateur et vous pouvez utiliser certaines options pour protéger votre vie privée. Et pour finir, je vous expliquerai comment obtenir une confidentialité maximale. Donc là, avec les solutions extrêmes, voilà, pour vraiment laisser aucune trace. Donc la première partie, la voilà. Donc c'est déjà qui mémorise vos données sur Internet. Donc le numéro 1, déjà c'est votre fournisseur d'accès. Donc le fournisseur d'accès, c'est celui chez qui vous avez un abonnement. Donc ça peut être Orange, Free, SFR, etc. Donc lui, il va il va accéder à plusieurs données. Donc en premier, c'est l'adresse IP. Alors cette adresse IP, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est chaque fois que vous allez sur Internet, votre fournisseur va vous donner une adresse IP. Donc c'est un numéro en fait qui est unique au monde
et c'est un peu comme une adresse, sauf que cette adresse, elle change. C'est-à-dire que votre fournisseur, il en a tout un tas et dès qu'il y a un client qui veut, se connecter à internet, il va lui en prêter une pendant un certain temps et puis après il va la reprendre, la donner à quelqu'un d'autre et cetera. Mais quand même, ça lui permet de savoir, qui était connecté à tel moment, heu, avec cette adresse IP. Ensuite, il a un regard sur les sites que vous avez, visités. Donc il ne voit pas forcément toutes les pages auxquelles vous avez accédé. Par contre, il connaît ce qu'on appelle le nom de domaine, c'est-à-dire en gros la page d'accueil des sites. Ensuite, votre fournisseur d'accès, peut consulter les horaires, donc il sait quand est-ce que vous êtes connecté, pendant combien de temps, à quelle heure, et cetera. Et la localisation aussi, parce que donc évidemment, si vous êtes chez vous, ben, il le sait, il connaît votre adresse postale, mais même quand vous êtes en déplacement, il peut, à partir des antennes sur lesquelles vous êtes connecté, eh ben, avoir une petite idée au moins de l'endroit. Maintenant, pour des raisons, ça c'est pour des raisons techniques, mais c'est aussi et surtout pour des obligations légales. Par exemple, en Europe, les fournisseurs d'accès sont obligés de garder pendant 1 an l'historique de ces navigations. Ce qui fait que, par exemple, s'il y a une enquête, par exemple, voilà, sur un problème qu'il y a eu, eh ben, on va repérer l'adresse IP du fautif et après, bah, ça sera au fournisseur d'accès de dire qui était connecté ce jour-là, à telle heure, sur cette adresse. C'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale de votre PC et donc c'est visible, enfin la police peut y accéder, mais en réalité, vous allez voir qu'il y a plusieurs, entreprises qui peuvent aussi, accéder à ces données. Donc la diapositive suivante, donc c'est toujours qui mémorise vos données internet. En plus de votre fournisseur d'accès, bah, il y a aussi et surtout, je dirais, votre navigateur. Donc le navigateur, tout le monde sait que le navigateur, c'est le logiciel qui est indispensable en fait, pour accéder à internet. Donc si vous voulez aller, visiter un site, vous êtes obligé d'avoir un navigateur. Donc les navigateurs, c'est, heu, Edge, Chrome, Firefox et cetera et cetera. Donc lui, il va mémoriser un grand nombre et il a accès à un grand nombre de données et ensuite il va en mémoriser un certain nombre si on ne lui dit pas stop. Donc par exemple, l'historique de navigation. Donc là aussi, quel site vous avez visité, quel jour, quelle heure, les pages que vous avez vues, les images, les recherches que vous avez faites. Donc tout ça, est visible. Ensuite, vous avez les cookies. Donc les cookies, vous en avez certainement entendu parler aussi. Donc ce sont des petits fichiers que chaque site enregistre sur votre PC, mais ça fait déjà quelque temps ils sont obligés de vous demander un accord en fait pour mettre ces cookies. Donc ils vous demandent, il y a toujours un petit message, voulez-vous, bien accepter les cookies? Alors, ils se débrouillent pour que, bah, ça soit plus facile de les accepter que de les refuser. Des fois, il faut chercher un peu dans les coins, où est l'option, pour les refuser. Et puis, il y en a même où, si vous les refusez, bah, ils disent: «OK, vous les refusez, bah, dans ce cas-là, vous n'aurez pas le contenu du site ou alors vous êtes obligé de payer un abonnement», par exemple. Donc au final, bah, les personnes finissent de dire: «Bon, allez, c'est pénible, allez, clac, j'accepte». Et puis, eh ben, ils ont réussi à, enregistrer leurs petits cookies sur votre ordinateur. Ensuite, vous avez le cache. Donc, le cache, le principe, c'est que ça enregistre les images, ou des parties de sites sur lesquels vous allez, souvent. Alors ça a un avantage, c'est que si vous retournez sur le même site, eh ben, il s'affiche plus rapidement. Mais ça, c'était intéressant avant. Maintenant que tout le monde a des débits, assez importants, avec la fibre, finalement, le gain pour l'utilisateur est pas énorme. Par contre, il peut l'être pour les entreprises, qui sont intéressées par ces données. Ensuite, les mots de passe et identifiants. Donc là, évidemment, là aussi, vous l'avez déjà fait, on demande au navigateur de mémoriser et puis comme ça, on n'est pas obligé de le taper à chaque fois. Mais ça,
il faut vraiment, enfin, on va voir, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas demander à un navigateur de garder ses mots de passe et identifiants. Il y a des logiciels qui sont faits exprès pour ça. Donc là, il y a 15 jours, il y avait une visio sur ce thème-là, sur la gestion des mots de passe. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à revoir le replay de cette visio. Ensuite, donc les mots de passe et identifiants, mais ensuite, il y a aussi les données de formulaire. Donc quand vous êtes sur internet, vous avez souvent les mêmes formulaires à remplir avec, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, et cetera. Et là aussi, eh bien, quand vous remplissez un formulaire, le navigateur a tendance à mémoriser ces informations et puis la prochaine fois que vous remplissez un formulaire, il vous aide à remplir. Alors, c'est pratique, mais il faut bien se dire que si le navigateur le sait, ben, il peut l'utiliser d'une manière pas forcément choisie par nous. Ensuite, les données de géolocalisation. Donc là aussi, je crois que maintenant, ils sont obligés, c'est-à-dire chaque fois qu'ils ont besoin de votre position, ils vous demandent l'autorisation de la regarder sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et ensuite, les données d'utilisation. Alors ça, c'est important parce qu'ils mémorisent la fréquence à laquelle vous allez sur les sites. Qu'est-ce que vous faites sur les sites? Où est-ce que vous avez cliqué? Le temps que vous avez passé sur une page? Est-ce que vous avez regardé la vidéo? Etc., etc. Donc, ça lui permet d'apprendre beaucoup de choses sur vos habitudes et sur les intérêts que vous avez. Un autre outil qui nous facilite le travail, mais qui est un petit peu dangereux pour ce qui concerne la confidentialité, c'est les recherches vocales. Alors, je vois que moi, au niveau des ordinateurs, il y a peu de gens qui l'utilisent. Par contre, au niveau du téléphone, beaucoup. Donc, quand on veut faire quelque chose sur son téléphone, ou faire une recherche sur internet, on demande avec sa voix. Donc on utilise un assistant vocal et là, toutes ces commandes vocales sont systématiquement mémorisées. Alors là aussi, dans un souci apparemment d'amélioration pour que ça soit de plus en plus efficace, mais évidemment, au niveau confidentialité, là, on perd beaucoup. Et pour finir, la préférence de publicité. Donc, il y a de plus en plus sur les sites maintenant, vous avez des publicités et puis vous pouvez cocher dessus et dire: «Ah celle-là, non, elle me plaît pas tellement, je veux plus de publicité de ce type-là». Et puis après, il y en a où vous allez laisser, donc ils vont penser que vous aimez bien ce type de publicité, donc ils vont vous en mettre, plutôt, sur ces thèmes-là. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne le navigateur. Et puis, enfin, quand on va sur internet, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas se passer du navigateur, on est obligé. Donc, on verra comment choisir le meilleur. Ensuite, ensuite qui mémorise les données? Eh bien, il y a encore après le fournisseur, le navigateur, vous avez le moteur de recherche. Quand vous allez sur internet, soit vous connaissez l'adresse et là tout va bien, mais la plupart du temps, on ne connaît qu'une partie de l'adresse ou on ne connaît rien du tout, on connaît juste le thème de ce qu'on veut trouver. Et dans ce cas-là, on utilise un moteur de recherche, donc Google, Bing, etc. Donc, on tape, et ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, il va mémoriser tout son lot d'informations et c'est le même type en fait d'informations qui étaient récoltées par le navigateur. Et le but, que ce soit pour le navigateur ou le moteur de recherche, c'est après, parce qu'il y a bien un but, c'est pas simplement vous prendre des données, c'est réussir à vous proposer des publicités ciblées. Donc là aussi, ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous êtes en train de vous dites: «Tiens, je vais acheter une paire de chaussures sur internet». Vous allez sur un site, vous allez chercher plusieurs paires de chaussures et puis après quelques heures plus tard, vous allez sur, un site qui a rien à voir, Météo France et sur le côté, vous avez les publicités du même modèle que vous aviez repéré, quelques heures plus tôt, pardon. Ou alors, un magasin concurrent qui a dû payer assez cher pour que ces publicités vous soient proposées. Mais c'est ce qu'on appelle la publicité ciblée.
pour que la publicité soit plus efficace. Et donc ça se vend évidemment assez cher, et c'est pour ça que les fournisseurs d'accès, enfin, surtout les navigateurs et les moteurs de recherche, essaient de récupérer ces informations pour après pouvoir les modéliser. Donc une fois qu'on a vu les 3 premiers, vous avez encore votre ordinateur. Votre ordinateur aussi, il va mémoriser. Donc lui, il va mémoriser l'historique de tous les sites que vous avez visités. Il va mémoriser les cookies, donc dont on a parlé, et aussi les préférences, les réglages que vous avez pu mettre sur certains sites. Et les sites que vous visitez, donc là aussi, eux aussi, ils mémorisent. Vous allez sur un site, et ben, il va s'intéresser au temps que vous avez passé sur une page. Est-ce que vous avez déroulé jusqu'en bas de la page? Sur quel clic, ou quel endroit vous avez cliqué? Il pourra regarder votre adresse IP. Il pourra savoir dans quelle région de France vous êtes. Et le pire, c'est lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, vous êtes identifié, donc vous avez un compte chez eux, et vous avez ce qu'on appelle les données publiques. Donc souvent, vous avez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, au moins la ville où vous êtes. Et puis, il y en a qui mettent un peu plus de renseignements sur les données publiques, déjà pas mal de photos. Et puis, ce qui est intéressant aussi pour les entreprises, c'est les réactions. Quand vous dites: «Ah tiens, il y a quelqu'un qui a mis un un commentaire sur tel produit», et que vous allez liker, que vous allez dire: «Oui, j'aime bien ça», ou vous allez faire un commentaire en disant: «Oh, c'est génial, bravo», eh bien, évidemment, ces données ne sont pas du tout privées. Ça peut être utilisé, y compris les sujets de conversation de discussion auxquels vous participez. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup de données que voilà, qu'on donne sur les réseaux sociaux forcément, pardon, sans forcément penser après à l'utilisation qui pourrait être faite de ça. Alors, maintenant qu'on a vu le côté un petit peu obscur, on va voir maintenant comment se débrouiller avec tout ça. Donc, par exemple, déjà, ça va être comment choisir son navigateur. Donc là, je vous en ai mis 4 qui sont vraiment des navigateurs qui sont très, très utilisés. Donc, le premier, c'est Google Chrome. Donc, j'imagine que vous le connaissez, c'est certainement un des plus populaires parce que c'est Google. Mais le problème de Google, c'est qu'il nous propose tout un tas de services, donc Google Chrome pour aller sur internet, Gmail pour relever ses mails, Google Drive pour stocker des documents, YouTube qui lui appartient aussi pour regarder les vidéos, Google Maps pour se déplacer. Et le principe, c'est que toutes ces applications ont le même identifiant mot de passe, ce qui fait que si vous connectez à un des comptes, eh bien, chaque élément peut échanger les informations. C'est-à-dire que Google, par exemple, peut croiser les informations de ce que vous avez fait sur le navigateur, de l'endroit où vous étiez sur la carte, les vidéos que vous avez regardées sur YouTube, etc. Et donc, il récupère un grand nombre de données. Google est connu pour ça, pour récupérer une grande quantité d'informations personnelles sur ses utilisateurs, et c'est un petit peu son cœur de métier, en fait. Ça lui permet de récupérer beaucoup d'argent, comme ça. Pas parce qu'il vous vole de l'argent, mais parce qu'il vend, les données qu'il a récupérées, ou lui les utilise, pour améliorer, l'efficacité de sa communication. Quand vous êtes sur Google Chrome, donc qui est le premier, vous avez en plus peu d'options de protection au niveau de la confidentialité. Donc, tous les navigateurs, vous avez des réglages, mais sur Chrome, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est prévu pour vous protéger. Et donc là, c'est vraiment pour récupérer des données, pour la publicité, et après, vous allez recevoir des publicités qui sont extrêmement ciblées en fonction des activités que vous avez fait sur les outils de Google. Si vous passez sur le deuxième, qui est Microsoft Edge, alors Microsoft Edge aussi, il est très populaire
Alors, pourquoi il est populaire? Parce que déjà, quand vous installez Windows, bah, c'est lui qui est installé, vu que c'est Microsoft. Et donc, même quand des fois vous le mettez un petit peu de côté, vous faites une mise à jour de Windows et hop, Microsoft Edge revient en bas sur la barre des tâches ou sur le bureau alors que vous l'aviez enlevé. Donc, c'est pareil, donc c'est un navigateur. Alors, il est un petit peu moins pire que Google. Il empêche certains sites de récupérer des données. Il y a une option qui s'appelle le mode privé, donc qui enlève l'historique, les cookies, les caches, qui bloque certaines publicités, donc ça, c'est pas mal. Mais ça reste un système un peu comme Google, c'est-à-dire que bah, vous avez un compte Microsoft sur Edge, vous avez un compte Microsoft sur euh, votre ordinateur, vous pouvez avoir un compte Microsoft pour votre courrier, et donc là aussi, il peut croiser les informations, même si c'est beaucoup moins utilisé que sur Google. Mais lui aussi va utiliser pour la publicité, et puis il a des partenaires, donc il va vous bloquer certaines publicités, par contre, bah, celles des partenaires vont passer. Et puis après, le problème de Edge aussi, c'est lorsque vous l'utilisez, vu que c'est Microsoft, vous pouvez utiliser avec Cortana. Cortana, c'est l'assistant vocal de Windows. Alors, moi qui interviens beaucoup chez les personnes, je vois peu de personnes finalement qui l'utilisent, cet outil. Mais par exemple, voilà, vous voulez aller sur Internet et vous lui dites d'aller sur tel site, et puis hop, automatiquement, sans rien taper, ça va aller sur ce site. Mais c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Au niveau de la protection des données, bah, ça, c'est vraiment pas bon du tout. Et puis, Edge, par défaut, il a un moteur de recherche qui s'appelle Bing, et on va voir que Bing, c'est vraiment pas un moteur de recherche respectueux au niveau de la confidentialité. Ensuite, les deux derniers, alors je ne sais pas si vous les connaissez ou si vous les utilisez, parce que si vous êtes sous PC avec Microsoft, on utilise rarement les deux derniers. Pourtant, ils peuvent fonctionner. Opera, alors lui aussi, c'est un navigateur qui est assez populaire, peut-être plus sur Mac, mais là, je le vois aussi régulièrement sur PC. Donc, il est populaire parce qu'il a une assez bonne réputation de confidentialité. Donc, il propose un système de VPN gratuit, donc on en parlera plus tard du VPN, et aussi des blocages de publicité assez efficaces, mais pas toutes les publicités quand même. Et puis, le problème de Opera, c'est que c'est une entreprise chinoise, et donc on peut avoir quand même quelques inquiétudes en matière de confidentialité et de sécurité, parce que même s'ils disent que c'est vraiment parfait, eh bien voilà, ils n'ont pas tout à fait les mêmes règles et les mêmes lois qu'on peut avoir en France ou en Europe, par exemple. Et pour finir, eh bien, c'est Safari. Donc Safari, c'est vraiment le navigateur numéro un de ceux qui ont des Mac, par exemple, donc celui d'Apple. Alors lui, il a plutôt une bonne réputation sur la protection de données. Donc Apple se vante quand même de vraiment offrir pas mal de confidentialité, et ça semble assez vrai. Donc là aussi, il y a des bloqueurs de publicité. Il y a très peu de liens entre le compte que vous pouvez avoir sur Safari et puis votre compte Apple, les autres comptes Apple. Ils collectent beaucoup moins de données. Ils font pas de publicité ciblée. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour Apple. Le problème, c'est que si vous essayez de l'installer sur un PC, il y a une version pour PC, mais par contre qui est moins efficace, en fait. Donc là, c'est pas forcément une bonne solution. Alors, les bonnes solutions, on va les voir sur la suivante, enfin les meilleures solutions, si vous voulez cacher vos données, en fait. Il y a des gens, quelquefois, qui disent, oui, non, mais moi, ça ne me dérange pas, ça me va très bien d'avoir des publicités qui me correspondent, d'avoir des propositions qui correspondent exactement à mes recherches, donc pourquoi pas. Moi, là, le thème, c'est vraiment la confidentialité. Un que vous connaissez certainement, c'est Mozilla Firefox. Donc Mozilla Firefox est très populaire aussi.
Et il peut respecter les données personnelles, mais il faut le paramétrer. Si vous l'avez simplement installé et utilisé, et ben là, au niveau des protections, c'est vraiment très, très limité. Donc, on verra tout à l'heure, c'est ce logiciel que l'on va paramétrer dans quelques temps, dans quelques minutes, pour justement respecter au mieux la protection de nos données. Sur la ligne suivante, on a Chromium. Alors Chromium, c'est une version de Chrome, mais qui est en version open source. Alors open source, ça veut dire que les gens qui ont codé ce logiciel donnent le code. Et ce qui fait que si jamais il y avait des codes cachés qui permettent de récupérer des données, eh bien, n'importe quel informaticien pourrait le voir et le dénoncer. Et dans ce cas-là, sa version se tomberait complètement à l'eau. Donc, le Chromium, c'est plutôt un bon navigateur qui respecte bien la confidentialité. Le problème, c'est que Chromium, vu que c'est un code open source, il y a plusieurs variantes. Il y a plein de gens qui ont repris ce code et qui l'ont modifié à leur façon. Et après, c'est un petit peu dur, quand vous téléchargez, de savoir est-ce que c'est une bonne version, est-ce qu'on peut lui faire plus ou moins confiance. Et là, on finit après sur le bas avec les deux qui, eux, respectent le mieux, en tous les cas, d'après ce que j'ai pu tester et lire. Il y en a un qui s'appelle Brave. Donc lui, c'est la même base que Chromium, juste au-dessus, mais qui a tout misé sur la confidentialité. Donc là, déjà à la base, il a énormément de protection et vous pouvez encore en rajouter d'autres après. Ça peut aller très très loin au niveau de la confidentialité. Et le dernier qui est le top du top de la confidentialité, c'est Tor Browser. Et donc lui, il est basé sur Firefox, donc comme le premier, mais là aussi, ils ont mis le maximum de sécurité. Alors, on pourrait dire, pourquoi pas utiliser le dernier? Ça pose problème parce que, en fait, vous avez effectivement une sécurité maximum, mais une confidentialité maximum. Par contre, le temps de navigation est considérablement plus long. En fait, dès que vous faites une recherche, ça va mouliner, 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 et puis vous allez avoir des pages qui arrivent après 30 secondes, 45 secondes. Et là, on n'est plus vraiment habitué, hein. Donc là, moi, je dirais que, alors déjà, rien n'est parfait. C'est sûr qu'on voit bien que les premiers vont plus vite, sont plus efficaces, mais ils nous prennent des données. Les derniers ne nous prennent pas de données, mais en revanche, ils nous font perdre du temps. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous recherchez. Moi, je crois que Tor Browser, par exemple, qui est vraiment extrême au niveau de la protection, il est surtout utilisé pour les gens qui vont sur des sites pas très recommandables. Donc, par exemple, sur je sais pas, ce qu'on appelle le dark web, par exemple. Donc là, vous voulez vraiment pas que quelqu'un sache que vous êtes allé là-bas, vous utilisez ce type de navigateur. Brave, c'est un navigateur, moi je l'utilise plutôt sur mon téléphone d'ailleurs, mais c'est un navigateur qui va aussi vite que n'importe quel autre navigateur et qui respecte plutôt bien, donc c'est un bon compromis. Maintenant, Firefox ou Chromium, ça ira très bien aussi. Donc voilà pour les navigateurs. Et donc, nous passons à la partie suivante, qui est le moteur de recherche, parce que c'est bien beau d'aller sur Internet, mais en fait, le moteur de recherche, vous l'utilisez systématiquement. Donc, là aussi, les plus connus, Google, qui s'appelle Google Search, mais c'est Google, et Bing. Donc là, c'est deux gros moteurs de recherche, mais évidemment, ils font partie des deux grandes entreprises dont on a parlé tout à l'heure, et ils récupèrent exactement le même type d'informations que vos navigateurs. Et généralement, ils croisent les informations entre les deux. Donc ça, c'est à éviter si vous voulez de la confidentialité. Ensuite, vous avez Yahoo. Alors Yahoo, c'est un autre moteur de recherche qui est assez utilisé encore, mais lui,
lui, il fait que ça, il fait que moteur de recherche. Donc lui, pour gagner sa vie, vu que le moteur de recherche, c'est gratuit, bah, il faut qu'il vende de la publicité. Donc lui, évidemment, il récupère un maximum de données. Donc là aussi, à éviter, si on veut, un peu de confidentialité. Les deux autres que l'on va voir, c'est Quant et DuckDuckGo. Donc là, c'est aussi deux références au niveau de la confidentialité. Donc pour les deux, aucune collecte de données personnelles, aucune publicité ciblée. Donc vous pouvez avoir de la publicité, mais elle n'est pas en fonction de vous. C'est la même pour tout le monde. Protection des données. Alors, Quant, il héberge ses services en Europe. Donc, ça veut dire qu'il respecte des réglementations assez strictes, qu'on appelle les réglementations RGPD, et qui garantit vraiment une très bonne protection des données personnelles. Pour DuckDuckGo, ils sont hébergés aux États-Unis, donc on pourra avoir quelques doutes, parce que là aussi, alors c'est pas la Chine, mais quand même, ils n'ont pas du tout les mêmes lois au niveau de la protection. Mais DuckDuckGo a mis un point d'honneur et un fort engagement sur la confidentialité. C'est vraiment pour ça qu'il est utilisé dans le monde entier. Donc, ils ne vont pas s'amuser à faire des choses en cachette, parce que ça voudrait dire que ça ruinerait leur réputation et évidemment, d'un seul coup, ils ne seraient plus du tout utilisés. Voilà, donc ça, c'est des moteurs qui sont plus efficaces, Quant et DuckDuckGo, au niveau de la confidentialité. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, eh bien, s'ils sont plus efficaces sur la protection de données, ils sont plutôt moins efficaces comme moteur de recherche. Donc, quand vous allez faire vos recherches classiques, eh ben, vous allez peut-être être un peu déçu par les résultats que vont trouver Quant et DuckDuckGo. Ce n'est pas les mêmes que d'habitude. Ils arrivent moins à trier de manière efficace. Donc voilà, il va falloir choisir quand même à un moment soit un moteur plus efficace, soit un respect de vos données personnelles. Voilà, alors, donc on a vu pour le navigateur, on a vu pour le moteur de recherche. Donc maintenant, on va passer au paramétrage. Donc, je vais vous faire une démonstration de comment faire pour… Alors, juste avant, David, oui, j'ai une question de Véronique vas-y. qui dit que se passe-t-il si on utilise Ecosia ou un autre moteur de recherche genre Quant, par exemple, Oui. par l'intermédiaire du navigateur Google to Chrome? Alors, en fait, c'est que Chrome va récupérer ces informations, et effectivement, Quant, lui, n'en prendra pas. Mais par contre, le navigateur, lui, va se servir allègrement, hein. Là, c'est vraiment… non, ça ne marche pas. Ça. C'est pas, il faut que les deux soient des alliés, parce que sinon, non, ça ne Ça sert à suffira rien. pas. Et, alors, ça sert un petit peu, c'est un Oui. petit peu moins. Le navigateur récupère un peu moins de données ou quoique, ouais, que le moteur de recherche. Le moteur de recherche, il se sert aussi pas mal. Donc, il y avait une autre question ou je passe à… Tu fais ta démonstration, la question, OK, on la verra après. d'accord. Donc là, donc, je vais prendre… alors, je ne me rappelle plus, pour projeter mon écran, c'est à moi de le Alors, faire tu ou fais partager ton écran partager mon avec le petit écran? bouton OK. partager. Et après, c'est pour revenir, par contre, qu'il faudra C'est moi que… qui ferai. OK, ça marche. Tout l'écran, partager. Hop là. Ça Hop arrive. là. C'est bon, vous l'avez? Non, c'est encore sur la Non. présentation. Non, si, ça y est, c'est en Bon, train d'arriver. ça y est. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc là, vous voyez mon écran. Oui. OK. Donc, on va aller sur Firefox. Donc, Firefox, on a vu que ce n'était pas le meilleur, mais c'est un logiciel un navigateur que beaucoup de gens utilisent. Tac, tac, allez, donc voilà. Et quand même, une fois bien réglé, il peut être très efficace. Alors, lorsque vous avez Firefox, une des possibilités qui est très facile à mettre en place, c'est je clique sur le menu et vous avez nouvelle fenêtre privée.
Donc, lorsque vous faites nouvelle fenêtre privée, vous arrivez ici, et là, vous pouvez faire vos recherches, taper vos adresses, etc. Donc, ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il ne va pas enregistrer les cookies, qu'il ne va pas mémoriser les listes historiques, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui devrait enregistrer sur votre ordinateur et qu'il ne va pas faire. Mais le problème, c'est que par exemple ici, regardez, vous avez Google. Donc là, on est sur Firefox, mais par défaut, il me propose Google comme moteur de recherche. Ça veut dire que là, si je fais une recherche ici, eh bien, Firefox ne mémorisera pas, mais Google, lui, oui, il va mémoriser de son côté sur ses serveurs ce que j'ai fait. Donc là, pareil, si vous êtes sur Firefox en navigateur privé, il va falloir changer le moteur de recherche et mettre un moteur de recherche plus respectueux. Ensuite, une des options de Firefox en fenêtre privée, c'est celle-là. Regardez, il vous propose d'épingler à la barre des tâches. Alors ça, c'est pas mal du tout, c'est-à-dire si vous cliquez dessus, automatiquement, donc il vous dit, voulez-vous? Oui, je veux le rajouter. Et donc, ça veut dire que vous aurez en bas un accès, c'est-à-dire que vous pourrez juste cliquer dessus et automatiquement, vous arriverez sur une fenêtre en navigation privée. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, ça, je vous dis, ça enlève surtout les traces qui étaient enregistrées d'habitude sur votre ordinateur. Par contre, les autres données continuent à être mémorisées en ligne, par exemple. Alors, si vous utilisez les navigations privées, il y a des sites qui vous posent problème. Alors, je vais vous montrer, par exemple. Alors, ça, c'est tout ce qui est protection des données. En fait, si vous voulez protéger vos données, vous allez voir qu'il y a certains sites qui ne vont pas être contents parce qu'eux, ils ont besoin de vos données. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Donc, si vous prenez, par exemple, un site que vous connaissez certainement qui s'appelle Marmiton, Marmiton pour aller faire quelques petites Marmiton, hop, des petites recettes, par exemple, tout refuser, OK, vous allez sur Marmiton, et là, vous avez les recettes, d'accord? Eh bien, lorsque vous allez aller sur Marmiton et que vous allez essayer de regarder des vidéos, par exemple, les vidéos ne vont pas s'afficher. Vous voyez, ça va tourner, 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 mais vous n'avez pas la vidéo. Alors, vous avez la recette, vous avez toujours la recette, vous pouvez lire la recette. Il manque, ah, il l'a fait. Ah, tac, tac. Ah oui, alors, mauvaise démonstration. Il y a certaines vidéos qui sont bloquées ou même quelques photos qui sont bloquées sur Marmiton. En fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que vous soyez en navigation privée. Parce que si vous allez sur Marmiton en normal, en navigation normale, donc je vais y aller, Marmiton, Marmiton, tac. Quand vous allez sur marmiton.fr, première chose qu'il va vous demander, donc déjà, il vous demande de vous localiser, donc on va lui dire non, bloqué. Ah oui, alors ça, c'est parce que je n'ai pas fait de recherche de recette. Quand vous recherchez une recette et que vous voulez accéder à une recette, normalement, il vous demande… Ah, il ne va pas le faire. Alors, pourquoi il ne va pas le faire? Il va vous demander, alors peut-être pas pour les bolognaises, voire plus, il vous demande soit d'accepter les cookies, soit de payer l'abonnement. Alors là, je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas demandé, parce que peut-être je ne suis pas allé chercher sur une recette, j'ai cliqué sur une recette classique. En tous les cas, il y a certains sites qui vous disent, par exemple, vous avez le choix, c'est soit vous refusez les cookies, soit vous n'aurez pas les vidéos. Et donc, si vous voulez les vidéos, ben, vous acceptez les cookies ou vous payez un abonnement. Donc voilà, bon, là la démonstration n'a pas été très bonne sur Marmiton, mais si vous allez sur Marmiton, je pense que vous avez déjà vu ce problème. Donc je reviens sur le navigateur Firefox. Donc maintenant, vous avez ce qu'on appelle des extensions, c'est-à-dire qu'on peut rajouter un petit module sur Firefox pour qu'il soit plus efficace au niveau de la protection. Donc, pour faire ça, on va dans le menu en haut à droite. Ensuite, vous allez dans Extensions.
Et dans Extensions, alors déjà, méfiez-vous parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà mis des extensions. Des extensions pour récupérer des vidéos, pour je ne sais pas quoi. Et en fait, ces extensions, quelquefois aussi, elles récupèrent des données. Donc là aussi, il faut se méfier de ce qu'on rajoute à Mozilla Firefox, par exemple. Là, on va en rajouter une qui, elle, c'est sûr, est là pour nous protéger. Donc, elle s'appelle uBlock. Donc, je vais taper uBlock, je vais valider, il va me proposer, et voilà, vous en avez une qui est recommandée ici, qui s'appelle uBlock Origin, un bloqueur de nuisances efficace qui ménagera votre processeur et votre mémoire vive, mais aussi plein d'attaques extérieures. Donc, vous voyez qu'il y a 9 millions d'utilisateurs, donc vous êtes sûr que là, il y a des grandes chances pour que ça soit une bonne extension. Ensuite, vous allez ajouter à Firefox. Quand vous la rajoutez, il vous dit, donc il a besoin d'accéder à des petites choses, mais lui, c'est normal, et puis c'est pour nous protéger. Et vous pouvez lui dire soit de le faire tout le temps, sauf dans les navigations privées, ou aussi dans des navigations privées. D'accord? Donc là, je vais ajouter, et là, il a été ajouté. Il est actif. Si vous voulez le voir, vous pouvez venir ici dans Extensions, et vous avez, non, c'est pas là, pardon, extension, gérer les extensions. Et il faut lui dire, c'est pas là, c'est pas là. Non, je me suis trompé. C'est ici, sur le petit, excusez-moi, je vais fermer ça. Tac, tac. Je reviens à ma. Donc ici, sur Firefox, vous avez une petite pièce de puzzle, c'est ça les extensions. Donc si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a uBlock Origin. Et là, vous pouvez cliquer et lui dire l'épingler. Ça veut dire qu'il va vous le mettre ici. Alors là, vous voyez qu'il y a un petit 1. Ça veut dire que là, il a déjà bloqué un élément qui a essayé de se récupérer des choses sur mon ordinateur ou de s'installer sur mon ordinateur. Alors, quel est l'intérêt de le faire apparaître? C'est que des fois, quand vous allez sur des sites, par exemple Marmiton, par exemple, je sais pas moi, Allociné pour regarder des bandes annonces de films, etc., eh bien, ils vont refuser de les afficher parce que vous avez ce bloqueur, ce protecteur. Donc après, ça sera à vous de voir, est-ce que finalement, je veux voir cette bande-annonce sur ce site ou est-ce que je vais aller sur un autre site qui ne me demande rien? Ou alors, bah, j'enlève la protection le temps de le regarder. Voilà. Donc, regardez là, vous voyez qu'il en est déjà à 4. Donc, ça veut dire, par exemple, Marmiton, il est en train de faire d'envoyer plein de choses sur mon ordinateur et ils sont bloqués par cette, cette extension. Ensuite, 12. Donc, ouais, ça va très, très vite. Hein. Ensuite, on va aller dans les paramètres. Alors, les paramètres, vous allez voir, il y en a tout un tas, vraiment. C'est pour ça que Firefox, il est plutôt pas mal parce que autant au départ, au naturel, on va dire, il ne protège pas énormément, autant il vous offre plein, plein, plein de possibilités. Donc là, quand vous arrivez dans les paramètres, vous avez sur la partie gauche tous les menus et nous, celui qui nous intéresse en toute logique, c'est vie privée, sécurité. Hop là. Alors, vie privée et sécurité. Première étape, on vous propose standard, on vous propose strict ou personnalisé. Eh bien déjà, en toute logique, si vous faites strict, à ce moment-là, vous bloquez le maximum de choses au niveau des cookies, des contenus, etc., etc. Donc là, vous mettez celui-là, pas de problème. Ensuite, préférence de confidentialité des sites web. Demandez aux sites web de ne pas vendre ni partager mes données. Donc, vous voyez, c'est à vous de demander. Sinon, eh ben, ils le font. Donc là, vous pouvez dire non, je ne veux pas qu'ils le fassent. Ensuite, cookies et données de site. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez demander, par exemple, supprimer les cookies et les données de site à la fermeture de Firefox. Ça veut dire que là, tac, vous cochez ça, et ça veut dire que dès que vous fermez Firefox, toutes les traces qui auraient pu être enregistrées sur votre ordinateur ont disparu. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si ça fait longtemps que vous êtes, vous n'avez jamais fait ça, vous pouvez aussi venir ici et faire effacer les données. Donc, toutes celles qui étaient sauvegardées depuis des mois et des mois, peut-être des années sur votre ordinateur, vous pouvez les effacer en un seul clic, ici. Ensuite, les mots de passe. Alors là, les mots de passe, vous ne pouvez pas demander
à Firefox de mémoriser vos mots de passe. Il ne faut pas le faire. Donc là, on va décocher ça et on lui dit: «Arrête de me enregistrer mon mot de passe» et là, pareil, quand vous l'avez fait, je vous conseille vraiment d'aller dans mot de passe enregistré et si jamais vous avez des mots de passe ici, il faut les supprimer. Il ne faut pas garder de mots de passe enregistrés ici. Ça veut dire sinon qu'il y a aucune confidentialité. Là-dessus, c'est très facile de venir les récupérer. Donc ne gardez pas vos mots de passe là-dessus et là aussi, je vous avais dit, il y avait une visio là, il y a 15 jours sur ce thème où on expliquait comment faire pour sécuriser ces mots de passe. Ensuite, on continue. Remplissage automatique. Est-ce que vous voulez remplir automatiquement les adresses, etc. Donc là, c'est pareil, c'est à vous de réfléchir. Est-ce que votre adresse, c'est quelque chose de personnel que vous voulez garder secret ou est-ce que ça ne vous dérange pas que tous les sites connaissent votre adresse? Donc dans ce cas-là, je décoche ça. Je ne veux pas l'enregistrer. Ensuite, là aussi, une option qui est incroyable quand même, c'est est-ce que vous voulez enregistrer les moyens de paiement, c'est-à-dire les numéros de vos cartes bleues, par exemple? Alors, évidemment, ça ne suffit pas, le numéro de carte bleue, mais c'est déjà un élément qu'il vaut mieux garder secret. Donc là, on l'enlève également. C'est pareil, vous pouvez venir dans adresse enregistrée et regarder est-ce que vous en avez. Donc là, vous voyez que moi, il n'y en a pas, sinon vous faites supprimer. Pareil pour les moyens de paiement. Si auparavant, vous aviez déjà enregistré une carte bleue, eh bien là, il faut la supprimer, il ne faut pas la garder. Sinon, c'est des données qui sont très sensibles. Ensuite, l'historique. Eh bien là, vous choisissez pareil. Est-ce que vous voulez garder l'historique? Vous pouvez effacer tout l'historique que vous aviez de plusieurs années, d'accord? Et puis après, vous lui dites qu'est-ce que vous voulez conserver. Ou alors, vous lui dites vider l'historique lors de la fermeture de Firefox. D'accord? Donc là, c'est à vous de choisir. Si vous faites ça, ça veut dire que dès qu'on aura fermé Firefox, il aura vidé automatiquement les petites traces que j'aurais pu laisser. Ensuite, il y a des permissions. Alors, ces permissions, normalement, en tous les cas, il me semble, moi, au niveau de l'utilisation, c'est que celles-là, les sites sont obligés de vous demander l'autorisation. Quand ils ont besoin de la localisation, savoir où est-ce que vous vous trouvez, par exemple, vous cherchez un trajet pour une rue ou vous cherchez à prendre un bus, etc., eh bien, il est obligé de vous demander l'autorisation d'accéder à votre localisation. Donc là, pour localisation, vous avez les paramètres. Et donc là, il y a peut-être que vous avez certains sites internet auxquels vous avez donné un jour l'autorisation d'accéder à votre position et ils l'ont mémorisé. Donc là, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez qu'il l'ait en permanence ou est-ce que vous voulez qu'il vous le redemande à chaque fois? Et sinon, vous supprimez le site. Et puis, il y a eu l'option qui s'appelle bloquer toutes les nouvelles demandes. Alors celle-là, elle est un peu risquée parce que si vous faites ça, ça veut dire que tous les sites qui auraient besoin de votre localisation ne pourront pas vous le demander. Donc, toutes les demandes seront annulées. Ça veut dire que il y a des choses qui ne marcheront pas. Je sais pas, moi, vous voulez faire, c'est ça, vous voulez aller à telle adresse et vous voulez savoir quel bus vous devez prendre, vous serez obligé de taper votre adresse pour dire, moi, je veux partir d'ici. Alors que si vous laissez la géolocalisation, ça veut dire qu'il repérera automatiquement votre adresse. Donc moi, ça, j'enlève les sites qui sont mémorisés et comme ça, à chaque fois qu'ils en ont besoin, ils me le demandent. Pareil pour l'accès à la caméra, pareil le micro. Si vous bloquez l'accès à la caméra, au micro, ça veut dire que si vous faites un jour une réunion Teams, par exemple, eh bien, il ne vous demanderait même pas l'autorisation, il ne pourra pas l'afficher. Donc, vaut mieux laisser. Donc, allez, vérifiez que vous n'avez pas de sites qui sont autorisés, ou alors vous mettez Teams, par exemple. Oui, je lui laisse l'autorisation parce que c'est normal qu'il ait accès à ma caméra. Mais ne bloquez pas les nouvelles demandes. Voilà, et ainsi de suite. Ensuite, Firefox, ils font quelques petites choses. Par exemple, bloquer les fenêtres pop-up. Donc, les fenêtres, c'est une petite fenêtre qui s'affiche et qui vous met attention, vous avez un virus, il faut nettoyer votre, etc. C'est souvent des grosses bêtises. Donc là, ils le bloquent par défaut. Ensuite, prévenir lorsque les sites essaient d'installer des modules complémentaires, ils essaient d'installer des choses sur votre ordinateur, là aussi, ils vous préviennent, ils vont vous demander si vous êtes d'accord ou pas. Donc souvent, on n'est pas d'accord.
Et puis Firefox n'est pas non plus irréprochable, c'est-à-dire que lui aussi, il veut récupérer, il aimerait bien récupérer des informations. Par exemple, des données techniques, savoir quel ordinateur vous avez, quelle version de Windows, etc. Et puis plein d'autres petites choses. Donc là, on peut lui dire non. D'accord? On ne lui laisse pas récupérer des données pour ses statistiques et puis pour en faire je ne sais quoi. Voilà. Et puis après, par contre, tout le reste, c'est mis. Alors, il y a un petit truc, c'est le mode HTTPS. Alors, HTTPS, vous connaissez certainement, c'est lorsque vous allez sur des sites qu'on appelle sécurisés. Donc, par exemple, on ne tape jamais un mot de passe si vous n'êtes pas sur un site qui commence par HTTPS. Alors, HTTPS ou avec le petit cadenas devant l'adresse, c'est la même chose. Donc, normalement, actuellement, il y a de moins en moins de sites qui ne sont pas HTTPS. Quasiment tous les sites maintenant où vous allez sont HTTPS. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez aussi activer le mode HTTPS. Donc, il vous fera rentrer que sur des sites sécurisés. Enfin, sécurisés, cryptés en fait, où c'est plus difficile d'intercepter les données. Voilà. Et donc là, j'ai fini mon paramétrage, donc je peux sortir comme ça. Et là, alors je vais faire. Je vais aller sur. J'ai fait une bêtise, je suis allé trop vite, je vais repartager Pardon. la présentation. Oui. Donc si tu as encore à montrer ton navigateur, tu peux reprendre. Il me reste quelques minutes, oui, je vais Oui, oui, reprendre. vas-y, ouais, Je vais reprends. reprendre. Il Je faut suis que je allé fasse trop quelque vite. chose ou c'est bon? Ah non, il faut que tu refasses partager Ok, ton écran. d'accord. Donc je Désolé. reviens, clac, clac, pas de problème. Hop, je refais partager mon écran. Tout l'écran, partager. Hop, hop, hop. Voilà, c'est Ça va parfait. arriver. C'est C'est bon? bon, on est sur Donc, Mamiraton. OK, donc là, on vient et on va aller sur, donc là, j'ai mis mes protections, tout va bien. Je fais halluciner. Hop, hop, tac et je veux voir, une bande annonce, tac et voilà et donc normalement, là, ça va faire j'espère que ça va mieux marcher que ma démonstration sur, Marmiton. Donc là, vous allez pouvoir attendre la bande annonce pendant très longtemps parce qu'en fait, il va refuser, en fait. Donc, vous avez le résumé, vous pouvez accéder au texte, mais par contre, vous n'aurez jamais la bande-annonce. Pourquoi? Parce que je l'ai bloqué. Donc, si vous voulez débloquer tout ça, vous dites: «Bah non, moi je voudrais vraiment le voir et puis j'ai pas envie d'aller chercher sur un autre site» et cetera. Donc à côté de la barre d'adresse, tout en haut ici, vous avez une sorte de petit bouclier comme ça et quand vous cliquez dessus, vous pouvez lui dire: «Enlever la protection». D'accord? Et là, si vous enlevez la protection, paf! Et bien voilà, bienvenue dans le monde, de Allociné. C'est-à-dire qu'il vous propose, eh bien soit vous vous abonnez et puis il n'y aura pas de cookies publicitaires, donc vous payez 2 € pendant un mois pour regarder des bandes annonces, soit vous acceptez et là vous en avez, regardez bien, 888 partenaires quand même. Donc il y a 888 entreprises qui les payent pour rajouter des choses, récupérer des informations sur ce que vous faites, etc. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut quand même réfléchir, c'est-à-dire qu'effectivement, ce petit bouclier, il bloque des, des des options, mais il vous protège aussi contre, tout ça. Et je voulais juste finir, parce que je vous ai dit qu'il y avait la solution extrême. Donc la solution extrême, c'est celui qui s'appelle Tor Browser. Donc là, vous allez sur internet, vous cherchez, Tor et vous trouvez ce navigateur que j'ai mis ici et alors lui c'est l'extrême, quoi. C'est vraiment la protection extrême, c'est-à-dire que même, les policiers auraient du mal à vous retrouver tellement, c'est protégé. Donc quand vous arrivez dessus, il vous propose d'utiliser le moteur de recherche DuckDuckGo. Donc vous voyez, il ne vous propose pas Google, par exemple et alors, par contre, ceux qui utilisent ce logiciel de navigation, alors là, il y a un énorme problème, c'est le temps de chargement des pages. C'est vraiment, même si vous prenez un site tout bête, il va mettre plusieurs secondes, même des fois plusieurs dizaines de secondes pour s'ouvrir. Donc,
pour moi, vraiment, cette solution que j'appelle la solution extrême, c'est vraiment pour ceux qui vont sur des sites qui sont à haut risque, on va dire, où il y a des pirates informatiques. Je ne sais pas moi, quelqu'un qui va chercher des logiciels piratés, du matériel interdit à la vente normalement, ben, il va utiliser ce type de logiciel. Maintenant, pour vous, tous les jours, moi, je ne crois pas que ça soit très, très intéressant et surtout, ça ralentit considérablement votre navigation. Voilà. Donc, on va arrêter le partage. Moi, j'ai terminé pour ma petite présentation, enfin ma présentation plutôt. Donc, je te laisse reprendre la main. Ouais, je remets la présentation. Hop, nous y voilà, donc la démonstration est faite. Ouais. Merci. Merci beaucoup, David. C'était très intéressant. Commencez à préparer vos questions. Donc, la deuxième question qu'on avait, c'était sur la navigation privée. Faut-il l'utiliser? Tu as répondu à cette Oui, question. oui, c'est déjà une petite protection. Ouais. Elle est pas complètement nulle, mais ça protège surtout sur les données qui sera enregistrées sur l'ordinateur. Et puis, il ne faut pas oublier que ça ne suffit pas parce que votre moteur de recherche a aussi un rôle considérable. Ah, donc c'est ce que disait la personne aussi en mettant navigateur privé, mais le moteur de recherche est tout de même Google. Si c'est Oui, celui qui est oui, paramétré, oui, voilà. ça reste Google, donc ça reste enregistré. Je Mais après, vous invite... ouais. Pardon, vas-y. C'est juste, je voulais dire que en fait, c'est n'importe qui peut changer son moteur de recherche. C'est pas parce que il est paramétré par défaut sur Google ou vous pouvez le changer, il n'y a pas de Oui, problème, tout hein. à fait. Tout à fait, tout à fait. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Donc, je vous ai mis le lien dans la barre de conversation et vous l'avez également sur la petite diapo. Il suffit de cliquer sur le petit texte bleu. S'il vous plaît, remplissez-le. Ça nous permet, nous, de faire un retour à nos financeurs et puis également un retour de votre satisfaction à nos animateurs. Sur cette diapo, donc, vous avez tous les projets de Movadom, pardon. Vous avez en téléchargement gratuit sur le site internet movadom.com le livre audio et les podcasts sur le déménagement chez les seniors. Le lien pour vous inscrire à nos prochaines visios, go.movadom.com/visio au singulier, et puis la chaîne YouTube pour revoir tous nos replays. Et donc cette visio sera en replay d'ici quelques dizaines de minutes. Alors, on a Hervé qui nous dit comment préserver au mieux une belle configuration quand on change d'ordinateur. Alors là, c'est un autre sujet, Hervé. Je vous laisserai les coordonnées de David éventuellement pour qu'il vous fasse ça. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com. Encore merci à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise. Merci à la CNSA. Et merci beaucoup, David, pour cette explication.